Anne-Claire Durand, qui est ingénieure agro, spécialisée en nutrition humaine, qui a 18 ans d'expérience dans diverses liées à l'alimentation, la santé et la prévention. Et actuellement, elle est responsable de nutrition et réglementaire dans une entreprise produisant des alternances végétales à la viande, à Pivor. Donc là, on va voir un peu ce qui se passe dans la viande. Alors pendant que la présentation se charge, je vais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité pour ce congrès Diétécom. Et je remercie aussi Céline Lennet qui m'a fait une excellente introduction, parce que là on va zoomer dans une des catégories qu'elle a évoquées tout à l'heure. Je commence évidemment aussi par ma déclaration d'intérêt, parce que comme l'a mentionné Dominique Cassuto, je travaille actuellement dans une entreprise qui produit des alternatives végétales à la viande. Donc l'idée, ce sera évidemment pas de vous parler d'une marque ou des produits, mais de vous présenter plus la catégorie, comment on fait ces produits, de quoi ils sont composés, quelles sont leurs qualités nutritionnelles et leurs limites. Alors, pour vous présenter les points qu'on va aborder ensemble, il y a un premier point qui va être simplement de vous présenter le contexte que vous connaissez aussi par rapport aux sollicitations de vos patients, ce que sont ces produits, de quoi ils sont composés, avant de rentrer dans le vif du sujet sur vraiment l'aspect nutritionnel et la qualité de ces produits. Et on abordera enfin les autres attentes des consommateurs, de vos patients, au-delà de la nutrition pure et dure. Alors déjà, de quoi est-ce qu'on parle ? On va rappeler un peu une évidence, mais c'est que la consommation de viande telle qu'elle est aujourd'hui, c'est plutôt une exception à l'échelle de l'humanité. Historiquement, la consommation, quelles que soient les époques et les lieux, était relativement basse. Elle a explosé avec la révolution industrielle, donc en gros depuis 100-150 ans. Elle a tendance à rebaisser dans nos pays depuis une trentaine d'années. Maintenant, si on regarde ça à l'échelle mondiale, on a évidemment un autre phénomène. On a une forte augmentation de la consommation de viande qui est due à deux facteurs. D'une part, à l'augmentation de la consommation par personne dans les pays en voie de développement qui tendent à rattraper nos pays, et une augmentation de la population. Donc quand on multiplie les deux phénomènes, on a évidemment une explosion des quantités de viande consommées. Alors j'attire votre attention sur les chiffres. Il y a deux types de données qu'on va retrouver, des équivalents carcasses, c'est-à-dire en fait on va regarder combien de viandes sont mises sur le marché, combien de carcasses de viande sont vendues, et puis on a des enquêtes de consommation qui vont s'intéresser au contenu de l'assiette des consommateurs. Donc évidemment il y a une différence entre les deux, il y a presque un facteur 2 d'écart, parce qu'on ne mange pas encore des sabots, des cornes et du cuir, ou des os, donc il y a un écart entre ces chiffres. Ce qui fait qu'il y a parfois des controverses sur les consommations, les niveaux de consommation. Alors, si on s'intéresse maintenant spécifiquement aux alternatives à la viande, alors il y a toujours eu des régimes végétariens ou végétaux. Si on regarde vraiment des produits qui ont cherché à remplacer ou imiter la viande, ça existe depuis longtemps en Asie, hein, avec des produits tels que le tofu, le soja ou le seitan, donc il a du blé fermenté. C'est un petit peu plus récent côté occidental. Alors, on en retrouve dès le 19e siècle avec le célèbre Dr Kellogg, hein, pour la petite histoire, c'est le même que celui qui a inventé les cornflakes. Je ne sais pas si ça rassure ou pas. C'était son projet là, de protose, de faire une viande végétale vraiment commercialisée comme ça, parce que lui était, pour des raisons religieuses, végétarien. Donc ça existe depuis un moment, ça n'a pas été un succès phénoménal. En revanche, ça explose depuis le début du XXIe siècle, avec des entreprises américaines initialement, Beyond Meat notamment, et Impossible Food, qui sont les deux qui ont révolutionné un peu le secteur en voulant imiter et en parvenant assez bien à produire des produits assez proches finalement des caractéristiques de la viande. Alors, tout de suite aussi dans le cadre, on dit alternative à la viande, vous verrez qu'il y a des débats sur les dénominations. Est-ce que ça doit s'appeler un steak végétal ou une galette végétale ? Alors, pour vous donner juste des éléments de contexte, en France, il y a eu un décret qui a été publié l'année dernière en juin pour interdire les dénominations similaires à celles de la viande. Et ce décret, en fait, a été suspendu par le Conseil d'État un mois après. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver encore aujourd'hui des produits avec des appellations carnées sur des produits végétaux, mais qui doivent bien préciser, enfin le consommateur doit pouvoir comprendre qu'il s'agit d'un produit végétal. C'était un décret franco-français, donc concrètement ça aurait permis qu'un produit fabriqué en Belgique ou en Suisse ou en Espagne s'appelle steak et pas le produit le même qui serait produit en France, donc c'était un petit peu compliqué.
Pour arriver au contexte. Alors le contexte, il a été largement présenté par Céline tout à l'heure. Pour des questions de santé, de recommandations de santé publique, on a une végétalisation des assiettes, notamment avec des recommandations du PNLS qui demandent de favoriser les légumineuses et les fruits et légumes et de baisser les charcuteries ou les viandes, notamment viandes transformées et viandes rouges. On a des questions environnementales qui se posent, de changement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre. On a souvent le chiffre en tête de un quart de notre empreinte carbone. Alors j'ai entendu un tiers encore hier, donc bon, c'est entre un quart et un tiers de notre empreinte carbone qui vient de notre assiette. C'est un levier qui est beaucoup plus facilement actionnable que le logement ou le transport, qui sont des contraintes un petit peu moins maîtrisées à l'échelle individuelle. Et puis on a la thématique du bien-être animal qui vient aussi bouleverser les équilibres et les pratiques. Alors on a en tête des campagnes choc de L214, mais on a plus globalement une prise en compte de ces sujets-là. Ce qui fait que vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez être... Excusez-moi, le bouton ne marche plus. Vous êtes sollicité en tant que professionnel de santé par les patients qui ont tendance à aller plus vers des assiettes végétales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une alternative à la viande ? Alors, toutes les technologies que vous a présentées Céline juste avant, voilà, c'est l'éventail global. Aujourd'hui, ce qui existe concrètement sur le marché, ce sont principalement des produits à base de plantes. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Et puis, un tout petit zoom sur la viande cultivée, même si elle l'a très bien fait. Pour l'instant, c'est vrai que ça nourrit beaucoup de fantasmes. C'est de l'ordre, non pas de la science-fiction, parce que ça existe vraiment, mais c'est encore très prématuré. On ne l'aura pas demain dans nos assiettes. C'est autorisé uniquement à Singapour. Au niveau américain, il y a une première phase d'autorisation, mais qui n'est pas encore la phase finale. Au niveau européen, il n'y a aucun dossier qui a été déposé à l'EFSA, et vu les délais qu'on connaît pour l'EFSA, il n'y aura rien avant 2-3 ans d'autoriser. Et puis au niveau français, c'est un sujet qui interroge, qui questionne, y compris les politiques. On a parlé de la commission économique du Sénat qui a fait une table ronde sur le sujet, qui devait rendre un rapport le 8, mais il n'est pas sorti. Et voilà. Et au-delà de tout ce contexte réglementaire, il y a des contraintes encore technologiques. Alors il y a certains verrous qui ont été levés, notamment on n'a plus besoin d'utiliser de sérum fœtal animal pour développer ces produits. Mais on a encore beaucoup de contraintes techniques. Il y a des contraintes... éthiques, des contraintes, enfin, est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est pas vegan, il y a des contraintes aussi écologiques, enfin, parce que concrètement, les premières estimations sur les émissions de gaz à effet de serre étaient très optimistes sur ces techniques. En fait, il semblerait que le procédé en lui-même soit très coûteux en énergie. Donc, toutes ces raisons font que, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour. Alors, si on vient à la viande végétale, comment c'est produit ? Alors, concrètement, on va partir d'une plante. Cette plante va être cultivée. Ensuite, elle va être transformée. Donc, concrètement, on va garder ce qui nous intéresse, donc les protéines, les fibres, les matières grasses. On va éliminer ce qui ne nous intéresse pas. Et puis, on va assembler. Alors, le gros défi, c'est qu'une protéine musculaire animale, elle est fibreuse, elle est alignée. Là où une protéine végétale, elle a une forme globulaire, qu'il va falloir dépolymériser la protéine et ensuite la repolymériser pour qu'elle ait cette texture fibreuse. Donc ça, c'est le procédé de fabrication, et puis on va optimiser évidemment pour arriver à un goût et un aspect proche de la viande. Donc si on zoome, et puis il y a une étape très importante qui est l'étape de cuisson, qui va apporter cette réaction de Maillard qui se produit également quand on cuit la viande, qui va être réalisée par le consommateur ou le restaurateur, et qui va permettre de colorer le produit et puis d'apporter le goût un peu grillé. Si on zoome sur les ingrédients, donc on a une base protéique qui peut être composée, alors on parle beaucoup de soja parce qu'historiquement c'était des produits au soja. Aujourd'hui on favorise beaucoup plus les pois et les fèves pour des raisons agroéconomiques, pour des raisons d'allergènes, et puis parce qu'ils ont un intérêt d'avoir les 9 acides aminés essentiels, même les 10 puisque si on considère l'histidine pour les enfants. Donc c'est des produits qui sont particulièrement intéressants. On peut avoir quand même des produits à base de soja ou de blé. Et puis, on a des matières grasses. Les matières grasses, alors en Europe, on va largement privilégier les huiles de colza ou de tournesol, soit tournesol classique, donc riche en oméga 6, soit tournesol oléique qui va être plus riche en oméga 9, donc plus intéressant aux patients. Attention quand même aux produits qui viennent notamment des États-Unis, où là, on va retrouver, pour avoir un point de fusion assez proche et la même sensation en bouche que des acides gras animaux, on va avoir de l'huile de palme ou de coco. Évidemment, on n'aura pas le même impact nutritionnel à la sortie. Au niveau de la texture, alors on va retrouver des fibres de pois, des fibres de plantain, des fibres de pommes, mais aussi des additifs de type fibre. On a parlé de la méthylcellulose tout à l'heure, c'est-à-dire un dérivé de la cellulose du bois.
On va retrouver des texturants type gomme ou dérivés d'algues, on parle des carragénanes dans certains produits. Et puis dans certains produits qui ne sont pas véganes mais qui sont végétariens, on va pouvoir retrouver des protéines d'œufs ou de lait. C'est pas la majorité des produits. Et puis il y a d'autres ingrédients qui sont plus variables, qui sont soit destinés à enrichir l'aliment, donc l'enrichir en fer ou l'enrichir en B12 pour certaines gammes de produits. On peut retrouver évidemment des épices, des herbes, des aromates, ou des arômes artificiels. Donc là, encore une fois, c'est important de regarder si un arôme naturel, c'est précisé qu'il est naturel. Donc si vous voyez arôme tout court, c'est un arôme artificiel. Et puis des colorants ou des ingrédients colorants. Nous, typiquement, dans nos gammes de produits, on va utiliser des concentrés de betterave, de carottes ou de pommes qui vont apporter la matière colorante. Alors, au niveau, donc, maintenant que vous savez comment on fait, vous pouvez en faire dans votre garage, mais aussi concrètement, qu'est-ce que ça donne comme qualité nutritionnelle à la fin? Alors déjà, il y a un constat de base qui est que végétaliser son assiette, ça a des bénéfices. Donc là, la qualité de preuve est assez importante. Vous avez tout un tas d'études, de méta-analyses, de revues qui vont indiquer qu'en végétalisant son alimentation, on diminue le risque de diabète, le risque d'hypertension, on est bénéfique sur les paramètres lipidiques, sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Il y a quelques études sur le poids, je le mets entre parenthèses parce que pour moi il y a quand même beaucoup de facteurs confondants dans ces études, donc c'est une moins bonne qualité scientifique. Et puis des recommandations aussi, des études montrant que jusqu'à 12 repas sur 20 dans les cantines qui seraient des repas végétariens, ça ne pose aucun problème nutritionnel. Donc voilà, on a ce bénéfice de l'alimentation végétale qui est largement documenté. Après, si on zoome vraiment sur la protéine, parce que c'est souvent le sujet d'inquiétude des patients, qu'est-ce qu'il en est? Alors comme souvent en nutrition, c'est une question d'équilibre. Aujourd'hui, les recommandations, c'est plutôt d'être de l'ordre de 50% d'origine animale et 50% d'origine végétale, là où en France, on est plutôt, tout à l'heure, elle parlait de 35%, c'est 35% d'origine végétale, on n'est pas encore aux 35% d'origine animale, on est à 65%. Donc on a encore une grosse marge de manœuvre en France pour végétaliser nos assiettes. En termes de quantité, les apports recommandés, c'est de 0,83 g de protéines par jour et par kilo de poids corporel, là où aujourd'hui on est à 1,4. Vous voyez qu'on a une marge, on n'a pas de souci de quantité de protéines en France. Et au niveau, c'est plutôt un enjeu de qualité. Là encore, en termes d'acides aminés, l'ANSES estime que tant qu'on n'est pas sur des régimes très stricts, et tant qu'on a une suffisamment grande quantité de protéines, finalement on a peu de risques, à part sur la lysine pour certains cas très particuliers. Le Canada va un petit peu plus loin que nous. Lui, il va parler de complémentarité entre légumes, légumineuses et céréales pour avoir cette diversité d'acides aminés. Alors, on a beaucoup parlé de la complémentarité légumineuse-céréales. On va retenir plus la variété, la diversité que la complémentarité, puisqu'en fait, on retrouve quand même les acides aminés dans les différentes sources. Si on parle de nutrition globale, qu'est-ce que ça donne en fait sur le marché si on prend une gamme de produits? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver globalement des produits qui sont très majoritairement Nutri-Score A. Alors le Nutri-Score est perfectible, c'est un indicateur parmi d'autres, donc c'est pas la vérité absolue, mais ça vous donne quand même un indice de qualité nutritionnelle. Si on regarde, on va avoir globalement que des produits qui sont sources ou riches en fibres et protéines. On va avoir des allégations sur la matière grasse, notamment sur la richesse en acides gras polyinsaturés et particulièrement en oméga 3. Et pour les substituts de viande rouge, on va avoir des produits qui sont sources de fer. Donc c'est intéressant parce que la viande rouge, c'est quand même son gros atout, sa richesse en fer. Là, on va retrouver des produits qui apportent ce nutriment. Voilà. Donc si on zoome cette fois, alors là, je vous ai fait un petit panel, alors j'ai pas mis les marques pour garder un peu de rigueur, mais si on prend une panel d'une dizaine de références pour 3 grandes marques qui sont de grandes marques disponibles sur le marché français, et qu'on zoome vraiment nutriment par nutriment, quel est le constat? Au niveau du sel, on va dire que ça va, mais peut mieux faire. Donc c'est un petit point d'alerte pour vos patients qui seraient hyper tendus notamment, de regarder, de vérifier les teneurs en sel. Sur les produits, sur les matières grasses, on est sur des produits qui peuvent être presque aussi gras que la viande pour certaines marques. Là encore, pas forcément dramatique, puisque c'est plutôt du bon gras. Quand l'huile, c'est l'huile de colza, il n'y a pas trop c'est plutôt un bon rééquilibrage des acides gras. On est sur des niveaux de protéines qui sont similaires à celles de la viande, voire très légèrement en dessous, mais comme on l'a vu, il n'y a pas d'enjeu de quantité de protéines à l'heure actuelle. Des teneurs en fibres qui sont très satisfaisantes, en tout cas nettement supérieures à celles qu'on peut avoir dans l'équivalent carné. Et donc, si vous voulez avoir en tête des repères pour vos patients, ils peuvent regarder
les calories, donc se dire qu'au maximum 300 kilocalories pour 100 grammes de produit, c'est un repère. D'être sur des teneurs en protéines, alors suivant les produits, ça dépend si vous mangez des nuggets ou un steak, on ne va pas attendre la même quantité, mais d'être autour de 10-15 grammes de protéines, d'être sur des acides gras saturés maximum à 3 grammes pour 100 grammes, sinon on perd un peu le bénéfice de la végétalisation, et puis de regarder des produits qui soient quand même source de fibres. Et donc avec cette vigilance sur le sel pour certains produits. Et de leur dire que voilà, le Nutri-Score reste un indicateur simple pour certains patients pour viser les bons produits. Après, en termes de nutriments limitants, cette fois, alors c'est un peu dur d'estimer ça. Il y a des études menées par l'équipe de Jean-François Huneau et François Mariotti à la groupe Aritech qui ont mené des simulations, des modélisations pour voir en fait qu'est-ce qui se passe quand on remplace la viande par des substituts de viande. Globalement, ce qui ressort, c'est que les nutriments limitants, c'est essentiellement le fer et le zinc pour des questions notamment de biodisponibilité, c'est-à-dire qu'il y a du fer, mais il n'est pas suffisamment biodisponible, on est sur du fer non héminique. Et puis, on va être sur aussi des risques au niveau de la B12 pour des personnes qui seraient strictement véganes, c'est-à-dire qui remplaceraient tous les produits animaux par des produits végétaux. Donc là, il y a une nécessité de complémentation dans ce cas de figure-là. Et puis, bien vérifier le fer et le zinc, c'est-à-dire les autres apports extérieurs, ou aller sur des produits qui soient supplémentés. Un petit zoom sur l'ultra-transformation. Alors c'est une notion qui a explosé au niveau médiatique, qui au niveau scientifique fait pas l'objet d'un consensus extrêmement clair. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une grande prolifération d'études qui montrent qu'il y a un vrai souci avec les aliments ultra-transformés, même si pour l'instant ils sont très mal définis et que la catégorie est très hétérogène. Concrètement, les alternatives végétales à la viande, si on regarde un peu les gros points clés, les grosses critiques à l'alimentation ultra-transformée, ils sortent un peu du lot. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans les études des aliments ultra-transformés, on a 80% des produits qui sont Nutri-Score C, D, E. Là où je vous ai dit, on est majoritairement A sur les alternatives végétales. Donc déjà, on sent qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Ensuite, au-delà de ça, ce qui est très critiqué, c'est l'effet sur la glycémie. L'ultra-transformation va prédigérer les glucides, si on peut dire, et donc on va avoir des index glycémiques très hauts, un pic glycémique assez rapide, là où sur des produits d'alternatives végétales, on a des produits qui sont très pauvres en glucides, pas de sucre, et qui donc n'ont pas ce phénomène-là. Et puis ils sont riches en fibres et en matières grasses, donc on n'aura pas cet effet d'index glycémique. Si on regarde le critère de la digestibilité des protéines, alors là encore on augmente la digestibilité, on favorise, on prémâche le produit, mais sur les protéines c'est plutôt un avantage contrairement aux glucides. Donc là il n'y a pas de souci particulier, et la transformation va plutôt dégrader les facteurs antinutritionnels qu'on trouve par exemple dans l'enveloppe des légumineuses, les phytates, donc ça va plutôt dans le bon sens. Après, si on regarde la critique de l'ultra-transformation sur le comportement, on va dire que les produits transformés favorisent les compulsions, le grignotage, les grosses portions. Sur les alternatives végétales à la viande, on est sur des produits qui nécessitent une cuisson, qui sont portionnés. On ne va pas se grignoter un steak cru entre deux séries. Donc, il n'y a pas ce côté comportemental lié aux aliments ultra-transformés. Si on regarde le critère des additifs, alors là, c'est un vrai sujet. Et donc encore une fois, là, il faut lire l'étiquette, c'est-à-dire vérifier ce qu'il y a comme additif ou pas. En France, on trouve quand même des produits qui sont très largement sur des additifs verts dans Yuka, hein, c'est un critère comme un autre, mais qui sont sur des ingrédients assez simples. Quand on a un acide citrique, donc du jus de citron, c'est un additif qui a un risque quand même assez modéré. Et puis, quand on va aller sur l'ultra-transformation, il y a tout le risque des néoformés, c'est-à-dire les composés qui sont créés par le process parce qu'on a fortement chauffé les huiles ou les protéines. Ce qu'on constate, alors là je parle pour une fois là, de nos produits, parce que les autres je ne sais pas ce qu'il en est, mais dans tous les tests qu'on fait sur nos produits, on est en dessous du seuil de détection pour les furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, tous ces produits néoformés, donc on n'en trouve pas. Et pour l'acrylamide, on est d'un facteur 100 en dessous des teneurs qui sont généralement admises pour les produits à risque. Et puis il y a le sujet des emballages pour l'ultra-transformation, donc là c'est un sujet. Après, en termes de risque nutritionnel, tous les tests de migration des emballages sont extrêmement fiables et sécurisés, donc c'est des paramètres qui sont contrôlés. Alors, si on fait un petit zoom sur ce qu'attend le consommateur en dehors de la nutrition pure, alors, on a mené une étude qualitative à l'automne 2022. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un peu deux grands profils. C'est les profils que vous pouvez rencontrer chez vos patients. Il y a un peu les activistes, les engagés militants, qui vont être plus jeunes, qui vont être plus véganes ou végétariens. Et puis, on a ce qu'on a appelé les hédonistes raisonnés,
plus profil famille, un petit peu plus senior, qui vont vouloir garder un côté pratique, simple, être moins dans le côté militant. Dans les deux cas, l'alimentation, enfin la santé plutôt est un driver dans leur choix de produits. Concrètement, du coup, les alternatives à la viande, qu'est-ce qu'elles apportent comme promesse ou quelle est leur utilité? Elles permettent d'apporter un équilibre au quotidien. Concrètement, savoir faire cuire des légumineuses, c'est pas encore à la portée de tout le monde, et puis ça prend du temps. Voilà, elles vont apporter ce côté pratique. Je végétalise sans trop de contraintes. C'est des produits qui sont Nutri-Score A, donc il y a le côté je peux en prendre régulièrement sans que ça affecte ma qualité nutritionnelle. Et c'est bien d'accepter des enfants. Si vous leur donnez des nuggets à Pivot, je pense que ça a du succès. C'est quand même des produits qui vont apporter, qui ont une qualité nutritionnelle intéressante pour certains nutriments, et puis qui vont contribuer à cette transition vers le végétal. Et il y a un travail sur le clean label, c'est-à-dire personnellement, nous on travaille avec des chefs pour aller vers plus de culinarité, c'est-à-dire utiliser des épices et des herbes, moins d'additifs, et puis réduire les allergènes, travailler sur des produits qui soient verts dans Yucca. Avec en fil rouge ou plutôt en fil vert, la gourmandise, parce qu'on doit rester sur des produits gourmands. C'est un peu le souci des produits et des légumineuses non transformées, c'est que parfois il y a un peu un rejet de certains consommateurs. Sur l'impact environnemental, juste un petit repère, attention aux chiffres que vous voyez circuler, hein, souvent les chiffres américains sont des effets waouh incroyables. Ça dépend, si on estime qu'un bœuf consomme 1000 litres d'eau comme j'ai pu le voir, oui c'est sûr que c'est un effet waouh. En fait là ça veut dire qu'on a compté toute l'eau qui est tombée, toute la pluie qui est tombée sur toute l'herbe qui était autour du bœuf. Bon, en fait il y a un gros effet sur l'eau, l'effet il est quand même majoritairement sur le CO2. Et sur le CO2, donc nous sur l'analyse de cycle de vie, ce qu'on constate c'est qu'on a un rapport donc 31 fois moins de CO2 émis pour le steak par rapport au steak de bœuf. Sur du poulet, forcément l'effet est moindre puisque le poulet carné a un impact moindre. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, au niveau de l'intérêt nutritionnel, il y a un réel intérêt de ces produits pour leur richesse en fibres, en acides gras polyinsaturés, au niveau des oméga 3. Il y a une point de vigilance à avoir sur certains nutriments pour certaines populations, donc le fer, le zinc notamment, la B12 pour les véganes. Plus globalement, ça reste une solution intéressante qui contribue à la transition alimentaire, qui a un impact intéressant. Il faut continuer à regarder quel est le produit, parce que si demain le marché est en veille de produits très divers, vous pourrez retrouver des produits qui auront une qualité nutritionnelle beaucoup plus dégradée que ce qui existe aujourd'hui, notamment sur les acides gras par exemple. Donc voilà, c'est pas des produits qui ont vocation à se substituer totalement aux produits animaux. C'est pas non plus, ils doivent pas freiner le développement de solutions plus brutes ou moins transformées, mais c'est une partie de la solution pour végétaliser l'alimentation des patients de manière simple, pratique au quotidien. Merci beaucoup. On va. Merci beaucoup Anne-Claire, donc c'était très intéressant. Hier soir justement en préparant un peu aujourd'hui, je me suis mis un peu sur les vidéos, tout ça pour voir ces substituts là, c'est impressionnant parce que tu as vraiment l'impression que c'est un steak quoi. Mais bon, c'est ce que vous voulez je pense, c'est ce qu'ils veulent, mais je sais pas, j'ai pas encore passé le pas. Qui a déjà mangé un steak végétal? Ah, pas mal. Ah oui, donc voilà, je suis vraiment très vieille alors. Ah non, je pense qu'une question de génération, c'est ça, c'est très bien. Mais bon, et j'ai vu aussi l'histoire des œufs, j'ai vu des œufs là, comme ça, t'as vraiment la c'est une omelette quoi. Voilà, bon voilà, donc on va essayer, je vous dirai l'année prochaine où j'en suis. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'ai pas trop de questions parce que c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions Oui, moi j'ai une question. Ah très bien. Bonjour, merci pour ce que vous nous avez appris. On parle du soja comme un phytoestrogène. Ah, Qu'est-ce oui. que vous en pensez? Alors c'est vrai que sur le soja, l'ANSES, ça a pas mal semé le doute. Si vous allez sur historiquement, c'était un peu le gros frein. C'est pour ça aussi que les industriels ont développé d'autres solutions. Alors en fait, quand on regarde les quantités de phytoestrogènes qu'il faut pour avoir des effets délétères, faudrait manger sacrément beaucoup de steak au soja. Donc oui, il y a un souci à des teneurs qui sont très très largement supérieures à celles qu'on pourrait retrouver dans une consommation standard. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait ne boire que du soja, ne manger que du soja, quoi, pour avoir. Donc oui, en effet. Après, quand on regarde, alors forcément, même l'ANSES son avis est assez clair en fait si on va dans le détail.
Donc oui, c'est vrai qu'il faut éviter, surtout chez les enfants, chez les femmes enceintes, d'aller sur une consommation quotidienne de produits, de substituts qui soient au soja, surtout si les gens boivent aussi du lait de soja, etc. Après, il faut quand même, c'est des sacrées doses pour pouvoir révéler les bactéries. Mais c'est des avis qui vont sans doute être réévalués, donc on aura des données plus fiables et plus des recours pratiques plus réalistes bientôt, je pense. Ouais, peut-être qu'il faut faire un peu attention à la puberté, peut-être, je sais pas. Et voilà. Bon, enfin bon, les pubertés précoces, c'est aussi un autre sujet, on fera peut-être ça. Les cancers hormonodépendants. Mais enfin bon, c'est vrai peut-être que dans un steak, il y en a moins que dans un yaourt de soja, peut-être. Parce que, je sais pas. Oui, non, ils sont pas sur les steaks au soja, ils sont sur les steaks au pois. Ça, c'est plutôt des pois. Parce qu'on cherche aussi du français et de l'européen. Le soja européen, Le soja européen, il a un souci de... On a du mal... Enfin, nous, notre parti pris, c'est d'aller sur du local le plus possible. Donc, du français si on peut, de l'européen si on... Voilà. Donc, nous, les quelques produits qu'on a au soja, on est sur du soja européen qui est très difficile à travailler. Il n'est pas aussi standardisé que le soja américain. Oui, on favorise plutôt les autres types de protéines. Après, voilà, donc on va être sur du pois ou de la fève, donc là qui viennent plutôt du nord de la France, et aussi, par exemple, le nugget, c'est de la protéine de blé. Donc là, on est sur. Et du coup, c'est des arômes qui donnent le côté aiguillette de poulet, et c'est des arômes qui donnent le côté bavette. Donc en fait le goût il va venir, alors pour des produits type chipolata, en fait ce qui fait la typicité d'une chipo ou d'une merguez, en fait c'est les épices, donc on n'a quasiment pas besoin d'arômes. Là on va être vraiment, on travaille sur les épices et on a un produit qui nous rappelle le goût de la chipo ou de la merguez, il faut la texture et puis ses arômes. Après si on est sur du steak, ce qui va faire la typicité c'est effectivement l'arôme. Nous on travaille uniquement avec des arômes naturels ou des épices et des aromates. Mais vous pouvez avoir, aux États-Unis, vous avez tout ce qui va faire, par exemple, on a parlé beaucoup de la leg hémoglobine, c'est-à-dire cette espèce de, ce qui donne le côté saignant en fait du steak de Impossible Food. Nous, on ne travaille pas avec ce type de produit, mais ça joue aussi dans le côté organoleptique du produit.